Bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui va se focaliser sur la présentation d'une nouvelle offre de formation qu'on lance à peine. Donc, c'est une première. On est très content de pouvoir vous proposer ce nouveau produit qui nous semble arriver à point nommé. Alors, on aura le temps d'en reparler. Tant la demande de conseils autour des enjeux de développement durable explose littéralement. Et il y a une attente très forte des donneurs d'ordre et de recrutement des cabinets de conseil. Et donc, la capacité à former de futurs professionnels fait vraisemblablement pas mal de sens. Donc, on va avoir l'occasion de vous donner un peu des précisions sur dans quel contexte s'inscrit cette formation et puis en détail par le menu de quoi il s'agit et comment se passera le déroulé. Donc, Pierre et moi se chargerons de vous donner un peu plus d'éléments. Et comme je vous le disais, nous aurons alors, la possibilité de poser des questions au fur et à mesure sur le chat et puis surtout un grand temps d'échange sur la deuxième partie du webinaire pour approfondir toutes les questions que vous pourrez nous poser. Alors, nous serons trois en réalité parce qu'on va se présenter rapidement, Pierre et moi, mais on a également Clément Vignal qui interviendra à la toute fin, qui sera votre interlocuteur. C'est notre responsable des ventes chez Ecolearn et ce sera votre point de contact si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire pour vous aider à vous inscrire et puis régler toutes les questions pratiques, administratives et autres. En deux mots, alors je vais être très impoli, je vais commencer par me présenter, puis je laisserai la parole à Pierre. Donc moi-même, Arnaud Herman, donc je suis associé avec Pierre d'Ecolearn et un troisième larron que vous connaissez probablement tous, qui est Patrick Dumière, que vous voyez probablement régulièrement sur les webinaires d'actualité. Et donc, nous avons fondé Ecolearn il y a un peu plus d'un an et demi. Et moi, j'ai la particularité d'avoir fait toute ma carrière en développement durable, en connaissant autant le métier du consultant, parce que j'ai fait 10 ans de conseil en développement durable dans l'équipe dédiée de EY. Et puis, j'ai suivi le parcours assez classique de rejoindre un de mes clients qui était Accor. Et donc, j'ai pris la direction de développement durable, la direction du groupe en développement durable. Et j'y suis resté à peu près 8 ans. Avant de rejoindre et de fonder avec mes associés Ecolearn. Et donc, la particularité de connaître à la fois les attentes du client et également les particularités du métier de conseil, ce que j'ai essayé de restituer dans cette formation qu'on va présenter aujourd'hui. Est-ce que Pierre, tu veux te présenter en quelques mots? Ouais, très rapidement, du coup, moi, je m'appelle Pierre Montel, je suis aussi cofondateur d'Ecolearn et avant ça, en fait, j'étais chef de projet digital à HEC et ma spécialité, c'est tout simplement de construire des programmes qui soient engageants et qui soient adaptés à des personnes qui ont à la fois une vie familiale et professionnelle intense, tout en étant des programmes qui soient d'excellence, qui permettent de rejoindre du coup différentes entreprises. Et je suis par ailleurs prof d'entrepreneuriat et de marketing à HEC. Et on en discutera tout à l'heure, mais ça a un lien avec la formation. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on peut commencer directement les quelques transparents qu'on a préparés. Alors, si Claire, tu veux bien passer à la page suivante. Pour commencer par vous dessiner un panorama et des raisons pour lesquelles nous avons pris la décision d'engager ce nouveau parcours de formation. La raison elle est assez simple en fait. Je pense que tous les professionnels de la RSE qui sont réunis autour de ce webinaire le constatent. On identifie une accélération exponentielle, littéralement, ces 12 à 18 derniers mois autour des préoccupations liées au développement durable. Ça se traduit par bien des conséquences, mais l'une d'entre elles, c'est que les enjeux de développement durable ont définitivement intégré les agendas des directions générales. C'est devenu un sujet stratégique et on assiste à un glissement qu'on appelait nous, de nos voeux la communauté de développement durable, où le développement durable, la RSE, est en train de passer d'un sujet périphérique dans le fonctionnement des entreprises à un sujet beaucoup plus central. Et donc, par votre conséquence, par effet ricochet, va impacter de plus en plus profondément le fonctionnement des entreprises, les différents process, les différents métiers. Donc, on est à l'aune d'une transformation des entreprises qui va être extrêmement profond. Pour la petite histoire, enfin pour la parenthèse, on fait souvent le parallèle entre la transformation digitale et la transformation durable. Moi, j'ai le sentiment que la transformation durable sera beaucoup plus profonde que ce que n'a apporté la transformation digitale, pour des tas de raisons qu'on ne pourra pas développer aujourd'hui, mais pour une d'entre elles en particulier, c'est que le
digital n'a été qu'un moyen qui a accéléré les stratégies historiques d'entreprise, avec un effet de levier extrêmement puissant, certes, mais ça n'a jamais remis en question le fonctionnement même et la finalité même de l'entreprise. Le durable va interpeller l'essence même de ce qui constitue l'entreprise, sa mission, sa finalité, et par voie de ricochet, ses valeurs, ses organisations. Et donc, c'est tout l'édifice qu'il va falloir réinventer à l'aune de cette durabilité. Et donc, on va le voir, la transformation, ça sera vraiment innervé, sera très, très euh, existentielle, très profonde. Et ça, c'est un mouvement qu'il va falloir accompagner, d'où la nécessité d'avoir des personnes capables de prendre en main ce changement, cet accompagnement au changement, dans l'entreprise, bien sûr, et d'où le regain de recrutement que vous pouvez constater aussi autour de vous d'entreprises qui étoffent leurs équipes développement durable, voire se dotent pour la première fois de professionnels de la RSE. On constate que beaucoup d'ETI, par exemple, sont en train de recruter leur direction développement durable. Mais la transformation se fera aussi avec le soutien de personnel et de professionnels extérieurs à l'entreprise, et en particulier le monde du conseil, qui est en véritable effervescence. Pour ceux d'entre vous qui sont en discussion ou en relation avec le monde du conseil spécialisé en développement durable, ce qui est notre cas, je peux vous garantir qu'ils sont en surchauffe totale depuis 12 mois. Ils pleuvent littéralement, ils plient sous les missions. Et aujourd'hui, la ressource la plus critique pour développer leur activité, ce sont leurs équipes. Et plus tellement la capacité de prospection ou la capacité ou le marché. Donc, la tension se porte avec cette nouvelle orientation qu'on constate sous nos yeux. La tension et le point de crispation se déportent sur les équipes, sur les professionnels suffisamment formés et aguerris pour accompagner cette transformation. Donc, vous le comprenez, vous êtes, toutes les personnes autour de ce webinaire qui, j'imagine, se destinent à exercer des professions dans la RSE, vous êtes à une situation assez critique, assez favorable, où vous allez avoir une attractivité assez forte à partir du moment où vous êtes capable de justifier d'une compétence, d'une expertise, d'une expérience sur ces questions-là, et d'où l'intérêt d'avoir une formation. Alors, Claire, si tu peux passer à la page suivante pour prolonger la présentation. Donc, comme je vous le disais, les métiers du conseil sont littéralement en effervescence, les métiers du conseil en développement durable. Ce qui se passe dans le monde du conseil, en fait, reproduit ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que ce qui était une activité périphérique, voire inexistante pour certains cabinets de conseil, devient mainstream. Et donc, on a un mouvement de balancier où les compétences de la durabilité sont en train d'innerver et d'atteindre tous les métiers mainstream du monde du conseil, avec un double effet. Donc, à la fois, les équipes de durabilité croissent de façon exponentielle et deviennent des équipes ou des activités de plus en plus significatives dans les cabinets qui détenaient ce savoir-faire. Et puis, on assiste aussi à un second mouvement où, en fait, les métiers traditionnels de conseil, d'expertise comptable, quels qu'ils soient, quels que soient les métiers opérationnels, stratégiques, identifient la nécessité de rajouter une corde à leur arc et d'être en mesure désormais d'appréhender des métiers de conseil ou des métiers d'accompagnement opérationnel autour de la durabilité. Donc, ce qui porte un impératif de formation ou de recrutement extrêmement fort. À un moment où eh bien, le vivier historique de professionnels de la formation, les professionnels de la RSE étaient relativement limités. On avait quelques centaines de personnes qui exerçaient ces métiers en France, en conseil ou en direction RSE. Et ce vivier a été littéralement asséché en l'espace de quelques mois, avec tous les recrutements qu'on a pu constater tant en entreprise qu'en conseil. Et aujourd'hui, on est dans cette situation un peu paradoxale où tant les entreprises que les cabinets de conseil sont face à un regain d'activité. Encore une fois, j'utilise beaucoup d'emphase, mais c'est la réalité. Hein, ils sont dans une croissance exponentielle de leurs activités, mais ne trouvent pas les moyens de recruter, de renforcer leurs équipes pour faire face à ce regain d'activité. Et donc, on discute et on y reviendra avec pas mal d'acteurs du conseil aujourd'hui, en particulier les Big Four, détiennent les équipes les plus importantes autour du développement durable, en particulier Deloitte et EY qui sont plus d'une centaine spécialisés sur ces questions-là. Aujourd'hui, leur plan de recrutement, c'est de doubler, voire tripler l'équipe en l'espace de 3 ans. Et aujourd'hui, tout simplement, ils ne trouvent pas.
de professionnels pour compléter leurs équipes. Et donc, une fois qu'on a fait le tour du vivier, des talents disponibles et que on s'aperçoit qu'il n'y en a pas, soit on revoit à la baisse ses prétentions et on se tourne vers des acteurs qui présentent une expertise moindre ou qui n'ont même pas de compétences particulières sur ces questions-là. Soit on se tourne vers la formation. Et c'est la solution qu'on propose nous chez Ecolearn, de prendre de très bons professionnels qui ont des compétences métiers, qui ont déjà exercé dans le monde du conseil, mais qui n'ont pas nécessairement toutes les méthodes en tête autour des enjeux de développement durable. Et la formation va combler cet écart de façon à être en mesure de prétendre rentrer dans ces métiers-là avec déjà une assise méthodologique assez forte. Et donc, c'est précisément l'objectif de la formation dont on va vous parler aujourd'hui, c'est de faire une mise à niveau méthodologique pour pouvoir rejoindre de façon fluide un cabinet de conseil qui veut se positionner sur ces questions-là. Alors, je vois déjà un certain nombre de questions. Marie-Odile, comment identifier les entreprises qui recherchent de façon sérieuse avec un véritable investissement et d'implication pour le développement durable? Alors là, comment vous répondre? C'est très subjectif. Il y a des signaux qui peuvent vous faciliter à le savoir, enfin à identifier la maturité ou le sérieux de la démarche. Alors, si on parle d'un recrutement de direction de développement durable, le rattachement du poste va être un indice. Est-ce qu'on est rattaché à la direction générale? Est-ce qu'on est rattaché à un membre du COMEX? Est-ce qu'on est nous-mêmes membre du comité exécutif? Ou est-ce qu'on est relayé au troisième sous-sol avec une feuille de route extrêmement restreinte? Donc ça, c'est un indicateur. Aujourd'hui, dans la tendance qu'on constate aujourd'hui, on prend conscience que la durabilité va être un enjeu stratégique et donc sa place est au COMEX. Donc ça ne veut pas dire que tous les recrutements et toutes les constitutions d'équipes se font au COMEX, mais ça veut à minima dire que c'est une fonction qui pourra s'exprimer au comité exécutif, soit directement, soit indirectement. Puis après, une autre capacité de mesurer le sérieux de la démarche, c'est de voir s'il y a une adéquation entre la feuille de route qui est dessinée, les missions qui sont décrites et les moyens qui sont alloués pour cette fonction. On vient d'une période où globalement la fonction développement durable était quand même moins richement dotée et les salaires étaient moindres que d'autres fonctions traditionnelles d'entreprise, finance, marketing ou autres. Ça, c'est un hiatus qu'il va falloir corriger, puisqu'on ne pourra pas avoir de très, très bons professionnels sur ces questions-là en ne se mettant pas en cohérence par rapport aux standards de recrutement et de mission d'entreprise. Donc ça aussi, les moyens qui sont alloués peut être un indicateur de savoir si l'entreprise investit réellement sur ces fonctions ou pas. Séverine, alors, je comprends qu'il faut avoir une expérience en conseil pour suivre la formation. Est-ce juste? Alors, si vous le permettez, Séverine, on répondra et Pierre prendra le temps de répondre aux prérequis et au profil recherché pour cette formation. Donc, on vous répondra un tout petit peu plus tard. Et alors, Geoffroy, si je ne me trompe pas, Geoffroy Bazin, comment positionnez-vous par rapport aux formations internationales? Harvard, Cambridge, Oxford. On pourra vous répondre. Alors, effectivement, ce sont des très, très bons organismes de formation à la durabilité. Cambridge, en particulier, fait des très belles choses en e-learning. On a la prétention, ni plus ni moins, que d'être leurs égales. Alors, ça peut être très, très prétentieux en étant un jeune organisme qui a 1 an et demi. Mais on a aujourd'hui le sentiment d'avoir mis en place des formations en ligne de bonne qualité. En tout cas, les retours qui nous sont faits par les anciens apprenants ou ceux qui sont actuellement en cours de formation sont bons. On a la chance de pouvoir proposer des débouchés d'emploi à nos formations, puisque aujourd'hui, comme je vous le précisais, le marché de l'emploi est extrêmement dynamique. Après, on est indéniablement un acteur qui est microscopique par rapport à ses références académiques. Mais on a vocation à développer un portefeuille équivalent au leur qui couvrira tous les métiers, toutes les compétences autour de la durabilité, sachant que nous, notre particularité, c'est qu'on est spécialisé sur la durabilité, donc on n'a pas la prétention d'aller sur d'autres problématiques. Et d'autre part, on est d'abord digitaux avant de avant de proposer des formations présentielles, comme on est en train de le faire ici. Et puis une dernière particularité, je te laisserai la parole Pierre, c'est qu'on a
on représente plutôt une veine de praticiens. C'est-à-dire que autant ce sont des acteurs académiques traditionnels qui développent des concepts, qui développent des schémas de réflexion autour de ces questions-là. Nous, notre savoir, nos contenus proviennent de praticiens. Moi, je suis moi-même un praticien et les personnes qui vont intervenir à nos formations ou qui nous proposent les contenus de nos formations en ligne sont des experts praticiens qui viennent du conseil, qui viennent de l'entreprise. Pierre, tu voulais… Ouais, je rajouterais aussi, donc ouais, le côté praticien, c'est que du coup, on est beaucoup plus opérationnel. Je parle, ouais, on est beaucoup plus opérationnel qu'eux, vraiment dans la pratique. Et ensuite, on a, surtout par rapport à Harvard, Cambridge et Oxford, c'est que on est très centré sur le réseau. Et donc, notamment en France et en Europe, le réseau nous permet en fait d'organiser tout ça. Donc c'est vrai que notamment, enfin Cambridge, c'est celui qui est le mieux identifié, notamment en termes de formation en ligne. Bah, la difficulté, c'est qu'ils sont quand même très très académiques et donc c'est moins applicable rapidement dans la vie professionnelle. C'est beaucoup plus lourd parce qu'en fait, ce sont des études de cas et une pédagogie qui est très voilà, qui est très académique et donc c'est difficilement adaptable avec une vie professionnelle et une vie de famille. Et enfin, voilà, le réseau est essentiellement dans le pays dans lequel ces organismes sont implantés. Voilà, merci Pierre. Alors, Corinne, vous posez une question sur l'éligibilité CPF. On y répondra un peu plus tard, on a prévu de l'aborder. Charlotte, alors je vais prendre cette question, puis après j'avancerai, de façon à ce qu'on puisse quand même arriver au cœur de la présentation qui est le détail de cette semaine de formation. Alors Charlotte, vous me dites, je suis diplômée d'un master 1 depuis… Alors oui, vous mettez le doigt sur un sujet très très critique, Charlotte, qui est ce paradoxe entre le fait qu'il y a un dynamisme très 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 fort du marché de recrutement sur les professionnels de la RSE, mais qu'il reste une certaine prudence ou un certain conservatisme pour ne pas embaucher des personnes qui prétendent avoir enfin, qui puissent justifier d'un minimum d'expérience ou notamment de missions équivalentes préalables. Pierre, je sais que tu es confronté à cette question en permanence. Donc, est-ce que tu peux répondre rapidement à Charlotte? Ouais, du coup, Charlotte, la difficulté, c'est que je pense que c'est dans les cabinets que vous ciblez, c'est-à-dire qu'en fait, les cabinets de conseil, surtout les grands, donc voilà, essentiellement les Big Four, etc., ils ont quand même tendance à recruter sur des formations qu'ils connaissent. C'est-à-dire que soit ils se dirigent vers les grandes écoles où ils recrutent des profils juniors, soit des gens qui ont déjà de l'expérience en conseil en transformation durable. Nous, Ecolerd, en fait, on a la chance d'avoir co-construit cette formation avec les recruteurs et avec les dirigeants, les associés de ces grands cabinets de conseil. Et donc, on est identifié comme étant une formation professionnalisante à ce sujet. Mais c'est vrai que si vous deviez pas, si vous étiez amené à ne pas faire la formation Ecolerd, je vous inviterais à vous diriger vers tout simplement des cabinets de plus petite taille qui sont moins exigeants sur l'école en question, voilà, ou tout simplement des pratiques de freelance. Voilà. Après, on a en place des pratiques. Nous chez Ecolerd, on a en place en fait des accompagnements parce qu'on fait beaucoup de transition à la durabilité et on met en place en fait des accompagnements au gain de premières expériences. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression, d'après ce que vous dites, que c'est surtout des CDD ou des stages que vous avez eus. Et en fait, voilà, la difficulté, c'est d'avoir ce premier CDI qui permet d'avoir un deuxième CDI, etc. Et si je peux vous rassurer, une fois que vous aurez 3 ans d'expérience, votre profil sera extrêmement demandé et extrêmement demandé et très valorisé sur le marché du travail. Après, voilà, la construction de ces premières années d'expérience sont toujours un petit peu difficiles et on est là pour vous accompagner pour les construire. Voilà. Et on fait également le pari que ces masterclass consultants en transformation durable vont être suffisamment reconnus pour permettre de prétendre à accéder à ces métiers. Alors, ce qui nous fait penser que ça va se concrétiser, c'est qu'on a justement préparé ces masterclass avec des recruteurs. Donc, vous allez le voir, les personnes qui vont intervenir à ces formations sont des potentiels recruteurs, sont des cabinets de conseil qui sont en phase de recrutement intensif et qui nous ont dit que l'une des motivations pour eux de participer à ces formations est également d'accéder à un vivier de futurs professionnels de la RSE. Et on a également consulté beaucoup de cabinets de recrutement qui sont aujourd'hui dans une situation paradoxale où en fait ils ont une demande très très forte. Ils ont des candidats d'excellente qualité qui viennent notamment du monde du conseil généraliste, mais qui ne peuvent pas
apporter les garanties attendues par les recruteurs en matière d'expérience en développement durable. Et ces mêmes cabinets de recrutement nous ont dit, mais s'ils suivent une formation reconnue et professionnalisante autour des méthodologies développement durable, on estime que ce sera suffisant pour déclencher l'acte de recrutement. Donc, encore une fois, on pense que cette formation peut être un levier, un déclic qui permettrait de prétendre plus sereinement à ces postes. Et Alors, je je continue. Ouais. rajouterai juste deux dernières choses avant que tu continues, Arnaud. La première, c'est qu'en fait, au début, on n'avait pas vraiment c'était pas prévu sur notre roadmap produit. Et en fait, on a construit cette formation à la demande directe de Caroline Renoux, la fondatrice de Burdeo, qui est présidente de notre comité de mission et qui nous a demandé de construire cette formation. Donc, on est vraiment très, très proche de 4 ou 5 cabinets de recrutement. Et avec votre accord, on leur partagera en fait vos profils et du coup, vous serez directement chassés. Ensuite, il faut savoir que chez Ecolearn, on est en train de développer, et ça fonctionne plutôt bien, un système d'évaluation de la compétence durable qu'on est en train de développer avec les partenaires qu'on a mentionnés, qui permettra en fait de démontrer votre compétence en termes d'accompagnement à la durabilité et qui du coup sera reconnu par les principaux cabinets de conseil qui sont nos partenaires. Je te laisse continuer, Arnaud. Alors, merci Pierre. Claire, on peut passer à la page suivante. On va prolonger sur cette introduction, mais je pense que le schéma général est compris. Donc, un dernier point de contexte pour enfoncer le clou, mais simplement pour préciser, la plupart d'entre vous êtes au courant, mais le contexte réglementaire est extrêmement favorable à cette tendance de renforcement des compétences et de recherche de professionnels. Il suffit de regarder le Green Deal, il suffit de regarder tous les textes de loi qui vont être associés, la CSRD, la due diligence. Bon, c'est des acronymes, peut-être que vous les connaissez pas tous, mais ce sont des textes assez pointus qui nécessitent une vraie profondeur de vue et voilà, une certaine expertise dans différents domaines, que ce soit la supply chain, la comptabilité ou le reporting. Et qui va nécessiter, qui va mettre en exergue le fait que d'une part, il y aura des besoins très techniques dans les entreprises pour mettre en application, enfin respecter ces nouvelles obligations. Et puis d'autre part, il y a un deuxième mouvement, c'est que ces nouvelles réglementations vont porter sur un périmètre étendu de société par rapport à la situation actuelle. Et donc, naturellement, ça va diffuser plus largement le besoin d'accompagnement. En gros, on va sortir des entreprises cotées, donc du SBF 120 pour faire simple en France, et on va se tourner vers les ETI, les entreprises de taille plus importante, et on va en plus lever le critère qui était sur, alors ça c'est très technique, mais aujourd'hui la plupart des textes portaient sur les SA uniquement et pas les SAS. Or, ce seuil, enfin ce critère va être levé par les futures réglementations. Et ça répond Donc, un petit peu, je rebondis juste, ça répond un petit peu à la question de Charlotte, c'est-à-dire que si vous avez du mal à rentrer dans les grands cabinets ou dans l'accompagnement aux grandes entreprises, du coup, on a d'ici 2 ans, on va avoir du coup 37 000 entreprises de taille intermédiaire qui vont avoir besoin de consultants et qui vont être beaucoup plus ouverts à une diversité de profils. alors Pierre, je te laisse Voilà. présenter la page suivante. Si Claire veut bien la montrer. Voilà. Du coup, on arrive à qu'est-ce que c'est qu'un profil recrutable en durabilité. Donc, la première chose qu'il faut avoir pour être vraiment recrutable, c'est de faire valoir une compétence spécialisée ou une expertise. C'est-à-dire que des gens qui sont généralistes à tendance générale, globalement, c'est des choses qui ne sont pas très intéressantes pour les entreprises. Et donc, faut savoir vous construire une expertise reconnue et vous construire une spécialisée. Donc, ça peut être soit les achats, la durabilité, la finance, l'extra-financier, la recherche et développement, la durabilité, le marketing, la stratégie, le climat, mais ça peut aussi être des spécialités qui sont industrielles. Par exemple, si vous êtes spécialiste de l'hôtellerie ou du tourisme ou de je ne sais pas quelle industrie, et ben, du coup, votre connaissance en durabilité qui va compléter cette expertise va faire de vous un profil unique et du coup va démontrer que vous êtes capable de les accompagner. Parce qu'il faut savoir que les entreprises qui ne sont pas des entreprises à impact, qui ne sont pas des entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour eux, la transition durable, c'est une nécessité, d'accord, mais cette nécessité vient après la nécessité de mener à bien leur business. Et du coup, ils ont beaucoup ils portent beaucoup d'importance à la connaissance sectorielle de la part des gens qui vont être capables de les conseiller. Et ensuite, voilà, il faut être capable d'assumer la complexité et notamment les dissonances cognitives qui peuvent être assumées par la durabilité dans l'objectif d'être capable de mener cette transformation avec des gens qui sont, je dirais, qui sont plutôt sur l'économie ancienne
Et donc, du coup, il faut les aider à transitionner. Et donc, il faut vraiment avoir une compréhension de qu'est-ce que c'est que l'économie. Et voilà. Donc, je te laisse passer à la slide suivante, Claire, si vous n'avez pas d'autres questions à ce sujet. Donc, rapidement, au public concerné, à qui est-ce qu'on s'adresse pour la masterclass conseil en transformation durable? Donc, le premier, c'est des consultants dans les cabinets généralistes de la durabilité. Donc, c'est eux qui recrutent beaucoup. Et l'intérêt de cette première cible, c'est que pour les gens qui sont en transition, ça vous permet en fait d'avoir, c'est des métiers qui sont quand même très demandants en termes d'heures de travail, c'est très intense. Mais le bon côté, c'est qu'il n'y a pas ou peu de drop de revenus. C'est-à-dire que si vous venez, par exemple, d'une direction marketing et que vous souhaitez faire de la transformation durable, être consultant dans un cabinet de conseil va vous permettre de maintenir des salaires qui sont à peu près équivalents à ce que vous aviez, ce qui est quand même assez intéressant. Ensuite, il y a futurs consultants dans les cabinets spécialisés. Comme je disais, si vous avez développé une expertise qui est soit sectorielle, soit sur une thématique particulière, du coup, vous pouvez rejoindre des cabinets spécialisés. Donc, ce qu'on appelle dans les cabinets généralistes, on pourrait parler par exemple de Utopie, de Deloitte, de EY, du Postal Consulting Group, etc. Donc, c'est des grands cabinets généralistes. Quand on parle des cabinets spécialisés, on pourrait parler par exemple de EcoAct sur le carbone, de Quantis sur la quantification environnementale. Voilà, donc c'est des cabinets qui ont des spécialités et qui parfois, dans le cadre de leur croissance exponentielle qu'on a mentionné en introduction, développent d'autres spécialités. Voilà. Ensuite, il y a dans nos clients, on a beaucoup de gens qui souhaitent développer une practice développement durable au sein de leur cabinet. Donc, c'est des cabinets de conseil, soit en transformation digitale, soit des cabinets en stratégie, qui s'aperçoivent que leurs compétiteurs qui sont positionnés sur la durabilité ont une forte croissance et qui décident de créer une nouvelle practice au sein de ces cabinets. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très courant qu'on a parmi nos clients. Ensuite, on a beaucoup de gens aussi qui sont consultants en freelance ou alors créateurs de cabinets. Donc, c'est plus ou moins la même chose dans le sens où généralement, les gens commencent en freelance. Donc, ils font des missions auprès de clients. Donc, souvent, ils commencent auprès de PME et puis ils terminent dans des grands groupes parfois. Encore une fois, vu qu'il y a une croissance exponentielle du marché, très rapidement, les freelances se retrouvent dans un choix. Soit ils augmentent leur prix considérablement pour diminuer leur nombre de clients, soit ils décident d'embaucher des gens et de construire un collectif autour d'eux pour mener à bien l'intégralité de leur mission. Enfin, le dernier élément, c'est plutôt un projet de carrière à long terme. C'est-à-dire que le cœur de métier d'Ecolearn et la spécialité d'Ecolearn, à la base, c'est de former les directeurs et directrices développement durable. Et en fait, il y a deux façons d'y arriver pour les directeurs et directrices de développement durable. Soit je me forme à la direction durable et je fais une carrière dans ce sens au sein d'entreprise, j'essaie de monter les échelons progressivement. Soit il y a une autre stratégie qui est un petit peu celle qu'a fait Arnaud dans sa carrière, qui consiste à faire du conseil en direction durable, à auditer plein d'entreprises et à connaître et avoir une bonne connaissance sectorielle et à revenir régulièrement encore et encore chez les mêmes clients jusqu'à ce que le client finisse par proposer une offre d'embauche au consultant. Donc voilà à peu près les métiers. Ouais. Arnaud, tu voulais Non, dire quelque pardon, chose? oui, je vois la question de Marie-Odile. Donc, qu'en est-il pour les postes de chargé d'affaires en entreprise, en développement durable? Vous avez raison, Marie-Odile, c'est aussi une cible qu'on peut tout à fait adresser par cette formation, et c'était ce qu'expliquait Pierre. C'est-à-dire que, comme vous le comprenez, l'intitulé de la formation est assez explicite, on s'adresse principalement à des futurs acteurs du conseil, mais néanmoins, un chargé de mission développement durable en équipe, en entreprise, qui va être engagé sur des aspects très techniques, très méthodologiques, est une cible tout à fait pertinente pour cette formation, puisque vous allez le découvrir juste après, on va balayer le contenu de la formation. L'idée, c'est de vous donner accès à un maximum de méthodes, d'outils qui sont ceux utilisés soit par les consultants, soit en interne dans l'entreprise. Et donc, un chargé de mission développement durable qui est engagé sur le reporting, qui est engagé sur la stratégie climat, qui est engagé sur les achats durables, a aussi un certain intérêt à suivre cette formation puisqu'il va avoir une accélération sur la montée en compétences dans ces outils et ces méthodes. Pierre, je te laisse finir sur… Claire, je te laisse passer du coup à la session, s'il te plaît. Donc rapidement, je vais aller assez vite sur ces slides parce que normalement, vous connaissez un petit peu Ecolearn. Donc du coup, Ecolearn, c'est une entreprise à mission. Notre mission, c'est d'accompagner les gens
enfin les professionnels à transformer soit leur entreprise vers plus de durabilité, c'est-à-dire des promotions internes, soit leur carrière vers plus de durabilité, c'est-à-dire des transitions. Voilà. Et donc, on a tout un tas d'outils et de systèmes pour vous aider là-dedans. On a du coup, on a trois particularités, c'est-à-dire qu'on a vraiment une pensée systémique, c'est-à-dire que même si on vous donne des outils opérationnels, vraiment pour nous, c'est essentiel d'avoir cette prise de recul et cette vision holistique qui permet de comprendre qu'est-ce que c'est que la transformation durable. Donc, l'approche opérationnelle, comme on vous disait, on est très centré sur les professionnels et sur les outils, et c'est particulièrement vrai chez cette formation consultant durable qui dure du coup 5 jours en présentiel, où pendant ces 5 jours, en fait, on va vraiment creuser les outils, on va vraiment les appliquer et on va les mettre en place sur des cas pour vraiment que vous les ayez parfaitement acquis et que vous puissiez les développer dès la semaine suivante en entreprise. Et ensuite, sur la pédagogie, du coup, on a un système qu'on appelle l'apprentissage adaptatif, c'est-à-dire que, comme je vous disais, nos formations sont adaptées à des gens qui ont à la fois une vie de famille et une vie professionnelle assez riche. C'est pour ça qu'on a décidé dans cette formation de la faire sur 5 jours. Donc, il faudra être présent. Donc, il va falloir dédier une semaine complète à cette formation. Mais en 5 jours, vous aurez acquis les fondamentaux nécessaires pour créer ou mettre en place du conseil en transformation durable. Voilà, Claire, je te laisse passer à la slide suivante. Voilà. Alors, on va Arnaud, entrer dans le cœur du sujet, donc avec une page sur l'approche académique et puis après une plongée dans le programme de la formation et de ces 5 jours, comme le disait Pierre. Donc, un mot sur la vision d'ensemble et notre approche à la formation sur ces métiers. Et je pourrais dire la même chose, là on va faire un focus sur le métier de conseil, mais j'aurais pu dire la même chose sur le métier de direction de développement durable. C'est un métier qui est en train d'évoluer, ce sont des métiers qui sont en train d'évoluer et qui nécessitent c'est un peu le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire que c'est être capable de faire le grand écart entre du micro, de l'ultra technique et de l'ultra stratégique et du super macro. Alors, pour être plus précis, donc à gauche, en fait, c'est tous les aspects très microscopiques, très experts, très méthodologiques. Il faut aujourd'hui qu'un professionnel de la RSE non seulement connaisse les grands repères, les grands contextes liés au développement durable en entreprise et au niveau international, soit capable de connaître le fonctionnement d'une direction de développement durable et quelques repères sur les missions, les attendus, les exigences réglementaires que doit satisfaire une entreprise qui est soumise à des obligations réglementaires croissantes. Et puis, et surtout, un professionnel de la RSE, de plus en plus, doit maîtriser une grammaire, doit faire sienne une boîte à outils qui est celle imposée de plus en plus par la réglementation, mais aussi par la mise en place et la construction de tous les programmes liés au développement durable. Donc, on va y revenir parce que c'est justement le cœur de notre formation, mais c'est maîtriser les analyses de matérialité, maîtriser les cartographies des risques, maîtriser les grands textes de loi, les obligations du devoir de vigilance, etc. etc. Et en même temps, ce même professionnel de la RSE qui doit être très robuste sur son assise technique doit être en mesure d'avoir une prise de recul phénoménale et de penser l'entreprise telle qu'elle sera dans 10 ou 15 ou 30 ans, sachant que, pour reproduire la remarque liminaire que j'ai faite au début de ce webinaire, l'entreprise est amenée à se transformer en profondeur sous le joug ou sous l'impératif de réconciliation avec les enjeux sociaux et environnementaux. Et ça va nécessiter des transformations extrêmement profondes du modèle économique, de l'organisation, de la gouvernance, des valeurs même de l'entreprise. Et donc, le professionnel en charge d'accompagner cette transformation, qu'il soit à l'intérieur d'entreprise en tant que directeur de développement durable ou à l'extérieur en tant que consultant, doit être en mesure de porter son regard assez loin et d'emmener l'entreprise progressivement, étape par étape, vers cette trajectoire de transformation extrêmement profonde. Et donc aujourd'hui, un professionnel de la RSE, il doit indéniablement avoir une assise forte sur ces 2 points de vue, une connaissance très pointue de la base, de la grammaire, et une capacité de prise de recul extrêmement lucide sur l'évolution progressive des entreprises et de leur modèle.
Alors, notre parcours de formation se conçoit comme un tout, c'est-à-dire que Pierre y reviendra, mais les masterclass, donc les journées présentielles dédiées aux futurs consultants ou en tout cas à l'accès aux méthodologies, va s'appuyer beaucoup sur le pilier de gauche et en particulier la partie basse, donc la maîtrise des outils. Ça va être vraiment l'accent qui sera mis sur ces 5 jours de formation. Mais néanmoins, on demande à ce qu'en prérequis, vous ayez, vous les futurs participants à cette formation, une compréhension très très large et très complète des enjeux de durabilité. Soit en ayant suivi nos formations en ligne qui s'appellent Fondamentaux de l'entreprise durable, qui justement vous permettent d'appréhender la culture générale et la vision d'ensemble du développement durable, soit si vous pouvez justifier d'un prérequis équivalent à travers d'autres formations ou à travers des expériences préalables, on pourra vous autoriser à suivre la formation. Mais ça nous paraît important que vous n'alliez pas bille en tête dans les outils et les méthodes, mais que vous ayez préalablement cette vision d'ensemble, puisque c'est ce qui est attendu du futur professionnel, qu'il soit consultant ou en entreprise. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, ces 5 jours de formation dont on vous parle depuis quelques minutes. Donc, c'est une semaine entière. C'est un choix. On privilégie un rythme un peu intensif, mais aussi pour vous permettre de faire un saut qualitatif sur vos connaissances autour du développement durable. Et s'il fallait le résumer en un mot, c'est une plongée dans les méthodes et les outils. Donc, vous allez pendant 5 jours balayer et accéder à la connaissance de tous les outils, des principaux outils et des principales méthodes qui sont un peu les points d'entrée fondamentaux aux grandes missions sur lesquelles vous serez sollicité en tant que futur consultant autour des questions de durabilité. Alors après, on a donné des éclaircissements, des tonalités. Alors, pardon, je m'interromps parce que Laurence pose une question. Donc, pouvez-vous rappeler l'intitulé de la formation qui donne cette vision d'ensemble et que vous mettez en prérequis? Alors, elle s'appelle Fondamentaux de l'entreprise durable. Pierre y reviendra, on a une page juste après qui en parle. Donc cette formation, c'est une succession d'interventions qui seront réalisées par des experts de cabinets de conseil référents dans leur domaine. Et j'en dirai un mot juste après pour vous donner quelques illustrations de ces cabinets. Mais ce sont voilà, les plus connus sur la place française. Et donc, ils vont venir partager à la fois leur méthode et puis leur expérience des missions sur lesquelles ils interviennent à longueur de temps sur ces différents sujets. Après, le programme a été cadencé pour toucher du doigt les principaux sujets sur lesquels on commence par solliciter la plupart du temps un consultant. Donc, une première journée qui va être plutôt sur les enjeux de stratégie, et je vais y revenir. Une deuxième journée qui va être plutôt sur les enjeux de reporting, de publication et par extension de toutes les préoccupations et d'interaction avec les investisseurs et le monde de la finance. Une troisième journée qui va être dédiée au climat et aux stratégies climat et à la quantification carbone. Une quatrième journée qui va être à moitié sur les enjeux de quantification produit et de performance environnementale produit. Et une après-midi consacrée à la supply chain avec ce texte fondamental en France et qui sera bientôt européen sur le devoir de vigilance et qui encadre aujourd'hui la plupart des pratiques sur ces questions-là. Une matinée du 5e jour qui sera consacrée à… On revient sur des préoccupations plus stratégiques, mais autour de l'entreprise à mission ou un peu l'équivalent américain avec le label B Corp. Et l'après-midi, j'y reviendrai dans le détail, un cas final qui sera réalisé en groupe. Alors, si je plonge maintenant sur les différentes demi-journées, la première demi-journée sera animée par Ecolearn, et en l'occurrence par moi-même. L'objectif, c'est justement de vous apporter ce recul, ce pas en arrière pour avoir connaissance et un peu de perspective sur où va le développement durable en entreprise. Donc, on a développé, on mène un certain nombre de recherches un peu fondamentales chez Ecolearn avec notamment Patrick Dumière et puis d'autres experts pour essayer de dessiner vers quoi va l'entreprise et en quoi l'intégration de la durabilité dans le fonctionnement et dans le modèle de l'entreprise va avoir des conséquences profondes. Et donc, c'est toute cette présentation qu'on va réaliser le premier jour. Donc, c'est plutôt de voir d'où vient la RSE et quelles ont été les évolutions ces 20 dernières années autour de la question du développement durable dans l'entreprise et puis les grands jalons avec les différents textes de loi,
la NRE, puis le Grenelle, etc. Comment ça a commencé à percuter les offres et la stratégie d'entreprise. Et maintenant, si on relève la tête et qu'on se projette désormais 20 ans en avant, vers quoi va l'entreprise et quelles sont les évolutions structurelles et fondamentales qu'il va falloir réaliser sur le portefeuille d'offres, sur la gouvernance, sur le fonctionnement d'entreprise, sur son modèle intrinsèque. Donc, c'est ça qu'on suivra la première matinée. Et l'après-midi, on aura accès un peu au toolkit pour mettre en place une stratégie de développement durable pour, on va dire schématiquement, pour les entreprises qui sont plutôt au début. Donc aujourd'hui, on va mettre de côté les grands groupes du CAC 40 ou du SBF 120 qui, pour la plupart, ont déjà une démarche en place. Mais imaginez que vous êtes sollicité par une PME ou une OTI qui partirait de zéro, bah, vous aurez la boîte à outils pour mettre en place le b.a.-ba de la stratégie. Donc, on va parler analyse de matérialité, double matérialité, lien avec les objectifs de développement durable et l'outil Global Compass, tous les enjeux méthodologiques autour des benchmarks et comment construire un benchmark performant pour positionner l'entreprise dans son industrie et dans son secteur d'activité. La prise en compte du modèle d'affaires et comment construire une stratégie qui se fasse un relais efficace entre la stratégie business et des enjeux de développement durable. Et puis après, bah, la planification, la structuration de la stratégie et la mise en place d'un plan d'action et sa déclinaison à travers des objectifs, etc. Donc, cette demi-journée devrait être animée par l'un des Big Four. Aujourd'hui, on est en discussion avec à la fois EY et Deloitte et on est en train de voir lequel fera quoi. Mais l'un des Big Four sera plus sur le volet reporting et publication et l'autre probablement plus sur le sujet stratégie. Le jour 2, donc là, on va rentrer dans des aspects très techniques et très pointus et qui sont encadrés par des grands textes de loi. Donc, la DPEF en France et son équivalent européen, Non-Financial Reporting Directive, qui va bientôt être remplacé par un nouveau texte de loi européen, la CSRD. Et puis, plus largement, tous les enjeux de publication d'informations extra-financiers, les questionnaires des agences de notation extra-financière et la taxonomie verte qui intervient également. Donc, l'objectif, ça va être de plonger véritablement dans le cœur du fonctionnement d'un reporting et de décortiquer toutes les étapes d'un reporting, du protocole, des outils de reporting, des étapes de consolidation, de remontée d'informations, des techniques de vérification par un commissaire aux comptes ou plutôt un organisme tiers indépendant. Et donc, de rentrer dans le fonctionnement du processus de remontée d'informations tel qu'il est désormais encadré par la réglementation, mais également les processus de publication d'informations. Donc, on aura un focus sur la DPEF française avec toutes les grandes étapes qui sont demandées par cette DPEF, à savoir une cartographie des risques, la mise en avant des politiques et des pratiques de gestion des principaux risques identifiés initialement, la mise en place d'un tableau de bord, etc., etc. Donc, tout ça sera décortiqué. Et puis, on aura un focus également sur tous les enjeux de publication d'informations extra-financières et un regard vers les attendus des investisseurs. Donc, un peu d'éléments introductifs sur qu'est-ce que l'ESG et quels sont les grands repères, les grandes agences de notation qui interviennent. Et puis, là aussi, par le menu, rentrer dans des agences, dans des questionnaires d'agences de notation, les principaux, donc le DJSI et certains autres. Enfin, il y en a un certain nombre. L'idée, c'est pas forcément les prendre tous, mais de voir quelles sont les méthodes, les questions qui sont posées et comment on peut construire une réponse robuste à ces différents questionnaires extra-financiers, avec une ouverture. Alors, on ne prétend pas aller très, très loin sur la taxonomie. Ça nécessiterait en soi une journée entière, mais on fera quand même un éclairage sur les attendus de la taxonomie de façon à ce que vous puissiez moins avoir une discussion avec vos interlocuteurs sur ces questions-là. Le troisième jour, alors attendez, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais les prendre au fur et à Je vous mesure. propose qu'on réponde aux questions.
Arnaud, je vous propose qu'on réponde aux questions à la fin parce qu'il est déjà -10 et Oui, on a tu as encore raison. Alors, je vais effectivement un temps pour ça. accélérer parce que c'est quand même le cœur du recteur. Le troisième jour sera dédié aux enjeux climatiques. Donc là, on aura probablement EcoAct qui animera cette journée parce qu'on est partenaire d'EcoAct et on a réalisé une formation en ligne sur la stratégie climat avec eux. Et donc la matinée sera consacrée aux enjeux d'empreinte carbone. Donc on va rentrer en détail dans les méthodes et les outils et les bases de données, enfin tout ce qui constitue la particularité de la mesure carbone et du calcul d'empreinte carbone. Et l'après-midi sera plutôt consacré aux étapes de définition d'une stratégie climat. Avec les grands repères que sont le Science-Based Target, donc comment on construit une trajectoire SBT. Et puis l'autre repère important, c'est la TCFD, donc la Task Force on Climate Financial Disclosure, qui aujourd'hui le point de repère fondamental pour élaborer et publier les informations relatives à la stratégie climat autour des enjeux d'évaluation des risques et l'impact du changement climatique sur le fonctionnement d'entreprise, les impacts sur la gouvernance et puis la feuille de route construite par l'entreprise pour déployer une stratégie climat. Avec un focus là aussi sur les enjeux de publication et en particulier le questionnaire CDP qui est aujourd'hui le questionnaire de référence sur la performance climat des entreprises. La matinée du quatrième jour sera consacrée aux enjeux produits, donc avec un focus et une introduction à la CV et à la co-conception. Cette matinée étant probablement, c'est en cours de validation animée par Quantis. Et donc, vous allez plonger dans la méthode de quantification environnementale produit et puis des bases de mise en place de l'éco-conception avec une ouverture sur l'économie circulaire. Et l'après-midi sera consacré aux enjeux sur la supply chain avec un très, très fort focus sur la loi sur le devoir de vigilance et tous les attendus et les étapes de mise en place de ces plans de vigilance. Donc, cette demi-journée devrait être animée par Buy Your Way, qui est un cabinet spécialisé en achat durable, qui est également notre partenaire sur la formation achat que nous avons réalisé ces derniers mois. Et donc, le consultant de Buy Your Way répondra en détail et présentera par le menu à toutes les étapes, donc la cartographie des risques sur la chaîne de valeur, les différentes modalités de contrôle des fournisseurs, le reporting, la mise en place de plans d'action, les lignes d'alerte, etc., etc. La matinée du cinquième jour sera consacrée, je vous l'avais dit, à l'entreprise à mission et à Bicorp. Donc, ce sera une matinée qui sera animée par le cabinet Hatch, qui intervient régulièrement sur ces questions-là en entreprise de toute taille et beaucoup en ETI. Et donc, ils présenteront les particularités des entreprises à mission, les attendus de la loi, et puis partageront quelques repères méthodologiques sur comment définir sa raison d'être, comment constituer son comité de mission, comment définir les engagements associés à la raison d'être, et puis comment décliner et mettre en œuvre une entreprise à mission dans le respect de la loi telle qu'elle a été édictée dans le cadre de la loi Pacte. Et puis avec un focus aussi sur le questionnaire Bicorp et donc comment préparer la réponse au label Bicorp et être pertinent sur ces questions. Voilà. Et la dernière matinée, après-midi, sera consacrée à un cas collectif. Donc, on fera des groupes de 3-4 personnes qui vont travailler sur un cas avec restitution, donc briefing, travail en groupe et restitution en fin d'après-midi sur ce cas avec note qui sera un élément de contrôle pour vous permettre de délivrer le diplôme final. Et oui, Séverine, ça tiendra en 5 jours. Ce sera extrêmement dense. Indéniablement, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations qui vous seront apportées. Alors, je ne prétends pas que vous serez des experts de ces différents sujets, mais à minima, vous aurez une connaissance déjà assez avancée des principales méthodes qui sont mises en œuvre par les cabinets de conseil et dans l'entreprise sur ces différentes questions. Peut-être, alors on va aller très très vite sur les différentes slides qui restent. Pierre, essaye de passer rapidement et après on peut consacrer les dernières minutes à des questions-réponses. Donc oui, très rapidement, du coup, on a 2 sessions du coup, qui sont prévues, une du 14 au 18 mars et une du 4 au 8 janvier 2022. Ça se passe à l'Hôtel de l'Industrie, donc c'est place Saint-Germain, c'est un lieu de prestige où il y a plus de 200 ans de ça, on a diffusé la révolution du capitalisme industriel français. Et aujourd'hui, l'idée est d'utiliser ce lieu pour diffuser la transformation durable. Comme vous pouvez le voir, les formations se font en format cabaret pour que vous puissiez travailler et on met une très grosse importance au réseau et à la convivialité. On offre le déjeuner sur place pour que ce soit
voilà, pour que ce soit convivial. Pour les solutions de financement, je vous invite à aller voir Clément, du coup, qui est notre directeur de recrutement et qui est notre directeur commercial, qui vous donnera toutes les informations nécessaires à ce sujet. Au niveau de la certification, donc il faut d'abord avoir fait le prérequis fondamentaux d'entreprise durable qui du coup donne un certificat grande école de l'école centrale Supélec EXZ. Et voilà. À moins d'avoir déjà reçu à moins d'avoir déjà eu des expériences en durabilité prouvées, mais dans ces cas-là, on étudiera votre demande. Si vous souhaitez ne pas faire les fondamentaux, on étudiera votre demande lors de votre candidature. Rapidement, donc, on a beaucoup parlé du retour à l'emploi, donc je vais vous parler des services annexes qui sont proposés par Ecolearn pour faciliter votre transition et votre arrivée à l'emploi. Donc déjà, comme on l'a mentionné, on partage les informations des participants qui sont d'accord avec plusieurs cabinets de conseil, enfin plusieurs cabinets de recrutement. Donc, on pourrait mentionner TransSearch, People for Impact, Birdeo et Jobs That Make Sense. Mais on va aussi vous mettre en relation avec des employeurs potentiels. Donc, comme on le disait, c'est notre manière de récompenser et de remercier les intervenants en leur donnant accès à des profils qui pourraient les intéresser. Ensuite, on va mettre en place du coaching personnalisé pour la recherche d'emploi ou l'entrée sur le marché de l'emploi, du conseil en transformation durable. Donc là, c'est des coachings sur CV, profil LinkedIn, personal branding, études de cas, stratégie de retour à l'emploi, etc., etc. Ensuite, on a, donc ça c'est une particularité chez Ecolearn, on a des groupes de réflexion qui sont très divers. Donc, ça peut être sur la décarbonation de la chaîne de valeur, sur les achats durables, le marketing durable, etc., le droit et la durabilité. Et on a un groupe qui est très actif sur le conseil en transformation durable. Donc, aujourd'hui, sans avoir de formation spécifique sur le conseil, on a déjà 83 personnes qui échangent quotidiennement sur les outils, les pratiques, les clients et qui se recrutent les uns les autres, se redonnent des missions, construisent des collectifs et même trouvent des associés puisqu'on a plusieurs entreprises qui ont été créées dans la communauté Ecolearn. Et ça, vraiment, on y apporte beaucoup de valeur et on investit beaucoup de temps et d'énergie là-dedans parce que c'est très, très important pour nous. Parce que c'est là où repose le cœur de la communauté. Et c'est aussi là que repose un petit peu notre idéologie chez Ecolearn. C'est-à-dire qu'on vous a dit qu'on vous donne des outils et des pratiques, mais qu'il faut une vision holistique et systémique. Et pour réussir à mettre en place des outils qui soient pertinents, eh bien, il faut les questionner en permanence, il faut les affiner, il faut les personnaliser au secteur ou à l'entreprise. Et c'est toujours beaucoup plus intelligent quand on fait ça en groupe avec des gens qui rencontrent les mêmes problématiques. Et enfin, comme je vous disais, moi, je suis moi-même prof d'intrapreneuriat et d'entrepreneuriat. Et donc, je peux vous aider à créer votre entreprise, créer votre offre, trouver votre positionnement et ce qu'on appelle en anglais le product market fit, c'est-à-dire déterminer la bonne offre qui répond, qui répond aux demandes du marché et à vos capacités à la délivrer aussi. Voilà. Je te laisse, parce qu'on a pas mal de questions qu'on va essayer de répondre. Ouais. Je te laisse juste aborder les aspects. Alors, on va peut-être passer très vite sur cette slide, c'est dommage. Voilà, le réseau NR21, c'est notre association d'anciens, tout simplement, qui a donc plus de 400 alumni et qui structure la communauté et qu'on a décidé de rendre indépendant d'Ecolearn pour qu'ils puissent, mettre en place leurs propres initiatives. Vas-y Claire, je te laisse passer. Peut-être un mot sur les aspects administratifs, alors que tu as déjà évoqué. Alors, tu veux répondre à des questions là. Bon, la conclusion, je pense que je vous laisse la lire. Ce n'est jamais qu'une répétition. On dit que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, je vous laisse rapidement lire ou prendre connaissance de cette page. Mais je vais plutôt, vu que le temps est compté, le chat, et puis n'hésitez pas si vous en avez d'autres à prendre la parole ensuite. Alors, il y a eu deux questions qui ont été posées sur les impasses, ou en tout cas les sujets qui ne sont pas couverts, en particulier les sujets sociaux et le sujet de la biodiversité.
C'est vrai, on a été amené à faire des choix. On voulait absolument que la formation tienne en 5 jours, ce qui est déjà une gageure. Donc, on a conscience qu'on doit faire des impasses, qu'il y a des thématiques qui sont soit traitées très rapidement, soit même totalement mises de côté. Ce qui a dicté nos choix, c'est on a porté l'attention sur les enjeux méthodologiques les plus prégnants dans l'entreprise, c'est-à-dire les sollicitations les plus courantes telles qu'elles sont faites auprès des cabinets de conseil. C'est souvent en lien étroit avec la réglementation ou c'est aussi une explication historique, c'est-à-dire qu'il y a plus de maturité aujourd'hui sur la loi sur le devoir de vigilance et les questions de supply chain ou sur le reporting que malheureusement, on ne le constate aujourd'hui en social. Le social reste un peu un parent pauvre des questions de RSE et non pas qu'il n'y ait pas d'enjeu, mais voilà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ces questions sont moins avancées, moins matures dans l'entreprise. On va travailler en parallèle à approfondir ces questions-là et à proposer des parcours de formation dédiés, idem sur la biodiversité. Mais voilà, quand il a s'agit de choisir, on a porté notre attention sur ce qui occupe aujourd'hui le plus souvent les agendas des directions de développement durable en termes de méthode et d'accompagnement. Ensuite, quelques questions sectorielles. Est-ce que vous aurez des déclinaisons sectorielles de l'ACV sur les produits numériques, etc. De la même façon, l'objectif, c'est vous donner les bases des méthodes d'analyse de cycle de vie. Ce sera très probablement illustré par un certain nombre de produits ou de services. On n'est pas rentré dans ce niveau de discussion jusqu'à présent avec Quantis, mais l'idée, c'est de proposer un panorama assez complet des différentes typologies. Après, encore une fois, je pense que vous prenez conscience qu'en 3 heures, on ne pourra pas faire de vous des experts multisectoriels. L'objectif, c'est que vous maîtrisiez les points de passage d'une analyse de cycle de vie, que vous ayez en tête les outils sur lesquels vous pouvez appuyer, le fonctionnement des bases de données, que vous soyez capable d'encadrer ce type de réflexion. Après, voilà, il faudra aussi avoir recours à une certaine pratique pour renforcer votre compréhension et votre expérience sur ces sujets-là. Après, on a des questions très administratives sur le CPF et la possibilité de recourir à son compte formation. Pierre, est-ce que tu veux y répondre? Oui, du coup, alors pour le CPF, vous pourrez utiliser votre CPF pour vous inscrire au prérequis qui est les fondamentaux d'entreprise durable. Et vous pourrez aussi utiliser votre CPF pour vous inscrire à la session de juillet. Mais pour l'instant, pour des raisons administratives, il ne sera pas possible d'utiliser le CPF pour la session de mars. Non. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, Je on va crois que considérer que oui. Une autre question sur les prérequis. Donc, on l'a dit, les prérequis portent sur la capacité à démontrer que vous avez déjà soit suivi une formation robuste dans l'approche du développement durable au sens large, soit que vous avez eu des expériences préalables ou des formations équivalentes à celles délivrées par Ecolearn. Donc ça, on le jugera au cas par cas, mais la voie d'entrée principale, ça va être d'avoir suivi les formations fondamentaux de l'entreprise durable en ligne. Donc pour les gens qui ont suivi ce parcours, vous pouvez considérer que vous êtes tout à fait aptes à nous rejoindre. Et puis pour les autres, on peut vous enregistrer encore sur les futures formations ou faire des formats accélérés pour vous. De toute façon, c'est une formation présentielle de 5 jours qu'on envisage de reproduire en fonction du nombre de sollicitations qu'on va recevoir pour la session de mars. Pardon. Et donc, vous pourrez toujours vous inscrire à la session de juillet que nous avons calée. Et il y en aura probablement une sur la deuxième partie de l'année. Par contre, il n'y aura pas de travail à la maison supplémentaire. Enfin, la formation sera suffisamment dense sur les 5 jours. Donc, il y a des prérequis de formation préalable, mais sur les 5 jours, on va vous concentrer sur les méthodes et les outils que vous allez suivre lors des sessions. Et l'évaluation se fera à la fois sur la participation obligatoire à toutes les sessions, à toutes les journées, et sur la note finale qui sera appliquée en groupe sur les cas. Et Pas de... je rajouterai quelque chose juste sur le travail à la maison qui a été demandé. Donc, on ne le rajoute pas parce que, comme disait Arnaud, c'est quelque chose de très, très dense. Mais évidemment, tous les supports de formation vous seront transmis via un outil voilà, un espèce de carnet de bord de la formation. Et étant donné qu'on source tout ce qu'on dit,
le contenu qu'on vous donne dépasse très largement le temps de la formation. Et donc, si vous le souhaitez, vous pourrez creuser des dizaines et des centaines d'heures à partir du matériel qu'on va vous donner dans la formation. Mais ce ne sera pas obligatoire. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des feedbacks des sessions précédentes? Eh bien non, puisque c'est une première. Ce sera un galop d'essai en mars. Donc, bien sûr, on tiendra compte des ajustements, des retours de cette première promotion. Mais malheureusement, on n'est pas encore en mesure de vous faire part de feedback. Et puis j'avais vu, ah oui, une question de Fred, alors qui est très particulière, mais peut-être qui concerne d'autres personnes présentes aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de faire un peu la carte et de s'inscrire à l'une des demi-journées sur lesquelles vous avez plus de besoins? Spontanément, j'aurais tendance à dire que la réponse est plutôt non. C'est-à-dire qu'on va privilégier les inscriptions pour les 5 jours, sachant qu'il y a quand même une progression et une vue d'ensemble. Sachant que là, en l'occurrence, Fred voulait avoir une formation plutôt sur la quantification environnementale. Là, je vous encourage peut-être à suivre des formations dédiées. Alors, je sais que je fais de la promotion pour nos concurrents, mais Bilan Carbone fait des formations sur l'empreinte carbone. Et si c'est votre souhait, je pense que vous risquez d'être insatisfait après une seule demi-journée. Donc, si vous voulez vraiment vous renforcer sur ce seul sujet, allez peut-être chercher des journées dédiées qui se prévoient généralement sur 2 à 3 jours. Voilà, écoutez, je crois que j'ai balayé à peu près, pas vraiment un concurrent, c'est vrai, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus pointus sur ces questions-là versus une demi-journée. Donc, si c'est votre souhait, on vous encourage d'aller les voir. Ça me donne l'occasion du coup de vous présenter Clément là, qui a allumé sa caméra. Bah oui, Juste un mot sur la suite. Donc, si vous êtes intéressé, la marche à suivre, c'est de contacter Clément. ouais, Et Voilà. Clément vous prend en charge. Merci Arnaud. Donc bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi c'est Clément Vignal. Donc je suis nouveau responsable de recrutement chez Ecolearn. Donc ça me ferait très plaisir de vous accompagner justement dans tout le processus pour votre projet de formation. Donc si vous avez des questions, que ce soit concernant le programme, que ce soit la partie pédagogie et la partie financement, parce qu'il n'y a pas que le CPF justement pour la session du 14 et 18 mars, il y a d'autres financements possibles. Vous pouvez me contacter, donc 3 manières possibles, très simples, mail, numéro de téléphone, texto, et sinon vous avez un petit lien, prenons rendez-vous, et puis vous pouvez réserver un créneau directement dans mon agenda selon vos disponibilités. Je ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Voilà. Et Jacques-Olivier, oui, nous sommes Calliope. Écoutez, nous avons débordé de quelques minutes. Donc, à moins qu'il y ait une toute dernière question qui vous brûle les lèvres, on vous remercie d'avoir suivi cette petite heure de présentation. Vous pourrez avoir accès tant au replay qu'aux slides. Et puis, comme le précisait Clément, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner plus en avant et puis, le cas échéant, vous inscrire à cette première session des masterclass consultant transformation durable prévue en mars. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.